Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Après 2084 ou la fin du monde, il publie une nouvelle fable futuriste. Ce soir, rencontre avec Boualem Sansal, écrivain, auteur du Train d'Erlangen ou La métamorphose de Dieu. Un roman labyrinthe qui nous met en garde contre le fanatisme. Psychose, pourquoi avons-nous peur de l'autre? Réponse avec Joseph Agostine, psychanalyste. Enfin, comment la culture peut-elle être un rempart contre la dérive sociale? Réponse avec l'artiste Vanina Sherinsky-Shikmatov. Cher Boualem, bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous. C'est un honneur et un véritable plaisir de vous accueillir. Alors vous êtes ici à l'occasion d'une rencontre littéraire qui est organisée par le Musée Fesch et l'association Racines de Ciel. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en Corse? Ah non, non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que je suis déjà corse. C'est vrai? C'est la 5e ou 6e fois que je viens. Ah bah oui. J'ai beaucoup d'amis par ailleurs. Et je connais assez bien. J'ai un peu visité la Corse par-ci par-là. Bon, ça va, je me sens bien dans ce coin du monde. Ici. Alors, Boualem Sansal, je vous propose que nous revenions sur votre parcours, puis sur votre dernier livre. Vous êtes écrivain, romancier, essayiste d'origine algérienne. Vous êtes auteur du Serment des barbares ou encore de 2084, La fin du monde. Vous avez été récompensé par de prestigieux prix littéraires, alors en France et à l'étranger, comme par exemple le Grand Prix du roman de l'Académie française. Waouh, j'ai envie de dire. Pourtant, vous êtes censuré en Algérie. Pourquoi? Il faut préciser, peut-être pas vraiment. Enfin, à un certain moment, j'ai été effectivement censuré. Et je dirais même un peu plus, j'ai reçu beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes, tout ça, parce que j'ai tenu des propos qui dérangeaient et les islamistes et le pouvoir. Et donc j'ai été obligé pendant quelques années de faire profil bas, de changer de thème. J'ai écrit des histoires d'amour, des histoires de ceci, de cela, mais quand même je reviens sur les thèmes sur lesquels je préfère travailler, c'est les menaces qui pèsent sur l'Algérie, mon pays, mais au-delà sur le monde, c'est-à-dire l'islamisme, la mondialisation, enfin ces choses-là, qui viennent comme une tornade de force 5, bouleverser notre univers et ça provoque des dégâts assez énormes. Quoi. Ouais, ouais. Pourtant, vous continuez à habiter là-bas. Ça ne vous fait pas peur? Si, j'ai peur, bien sûr. Je ne suis pas fou, quand même. Non, j'ai peur. J'ai plus peur du gouvernement qui a ces ruses administratives et tout ça qui sont terribles. On peut vous détruire administrativement et la mort civile est pire que la mort. Voilà, on vous tire une balle dans la tête, vous êtes mort, vous devenez un héros, votre mémoire est honorée, c'est presque bien. Je veux dire que dans le parcours d'un militant, on admet ça. Mais la destruction administrative, ça c'est terrible. C'est les humiliations, vous êtes réduit à néant, vous êtes obligé de fuir, de vous exiler, vous devenez un être fantomatique et vous êtes presque conduit à renier vos idées pour pouvoir réintégrer la société civile. C'est horrible. Ouais, et puis j'ai peur du fou, le jeune du quartier qui fait une fixation sur vous, qui vous considère comme l'ennemi d'Allah, blasphémateur, etc., etc. Et qui un jour, le matin, sort avec un couteau et vous cherche au marché, chez votre buraliste, et vous plante ça dans la gorge. Ça, c'est terrible. Mais ça peut se produire n'importe où. Oui. C'est une menace qui peut se réaliser ici, peut-être pas, mais c'est possible. Sur France 3 à Corse. Mais ça peut se produire n'importe où. Alors que la menace du gouvernement algérien ne peut s'appliquer. C'est plus pernicieux. Et encore que quand on voit ce que ce journaliste saoudien a subi, donc on voit bien aussi que les États peuvent, en tant que tels, agir dans d'autres pays. Quoi. Ça va très loin. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur votre dernier livre, Le Train d'Erlangen ou La métamorphose de Dieu. C'est un roman qui se passe dans différentes unités de lieu, de temps, un roman épistolaire entre mère et fille. C'est comme un labyrinthe au centre duquel se trouve une mise en garde contre le fanatisme religieux. Alors, sans dévoiler l'intrigue, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? Alors, ce livre fait partie d'une trilogie, un travail que j'ai commencé il y a une dizaine d'années, c'était en partant de l'histoire de mon pays, donc l'islamisme, la réislamisation de l'Algérie, après, alors que mon pays avait, après l'indépendance, opté pour une voie socialiste, communiste, donc on va dire athée, entre guillemets, a été réislamisé, radicalisé, ça a mené à une guerre civile, et donc en tant qu'intellectuel, je me suis senti l'obligation naturelle d'étudier cette menace. C'est quoi l'islam, c'est quoi l'islamisme, etc. Et ses dérives. Voilà. Et
Alors, ça, c'est un travail, disons un essai qui consiste à examiner une histoire. Mais la question s'est tout de suite posée, que va-t-il se passer? Tout naturellement, quand on parle d'une menace, on dit, bon, la menace est là, on a compris de quoi il s'agit, mais que va-t-il arriver à l'avenir? Je ne pouvais pas traiter ça dans un essai. Donc et je ne pouvais même pas le traiter dans un seul roman, parce qu'il me fallait envisager la situation immédiate, dans un futur. Voilà, et puis une trajectoire beaucoup plus éloignée, un avenir lointain, parce que là, les phénomènes évoluent au cours du temps. On ne sait pas ce que sera l'islamisme dans 50 ans. Il va évoluer, il va se mêler avec la mondialisation, ceci, cela, bref, beaucoup de choses, la délinquance, on ne sait pas, peut-être un peu de communisme, un peu de ci, un peu de ça. Et donc, on fait des hypothèses. Voilà. Et donc, voilà, ça a donné 2084, qui est paru en 2015, qui traite de la vision lointaine. Voilà. Le monde va changer, tout va changer. Nous serons dans une situation probablement très, très, très difficile. Ça, au moins, c'est une certitude. Quand la Terre sera plus chaude, il y aura plus de maladies, il y aura moins de ressources, moins d'eau, moins de terres fertiles, alors que la population, elle, ne cessera pas de donc des crises migratoires. Voilà. Et donc, ça va engendrer des phénomènes migratoires qui seront... Aujourd'hui, ils sont gentils, mais dans un siècle, ils pourraient être très violents. Ça pourrait être comme dans l'univers de Mad Max, des gens qui débarquent avec des réfugiés climatiques, des trucs, voilà, qui tuent tout sur leur passage, etc. Donc, vous êtes sceptique, j'ai l'impression, sur l'avenir. Vous êtes plutôt sceptique. Non, vous savez, vous ne l'avez pas dit au départ quand vous avez fait ma présentation. Moi, je suis un scientifique, donc ingénieur, et j'ai passé ma vie dans les laboratoires, dans ces choses-là, économiste aussi. Et donc, j'essaye, c'est pas évident, mais enfin, j'essaye de raisonner froidement. De A plus B, c'est égal à C. Donc, bon, on peut voir l'hypothèse que A plus B égale D, mais il faut pouvoir le prouver, quoi. Donc, j'essaie de raisonner froidement, calmement, en m'adossant à des études. Je n'invente pas. Je consulte les spécialistes de la démographie, de l'histoire, de ceci, de cela, des politologues. Je m'empare de leurs travaux, des résultats de leurs travaux. Et puis j'essaie avec ça d'en tirer une histoire et de la rendre surtout à la portée du lecteur lambda. Parce qu'entre spécialistes, ils peuvent communiquer. Oui, vous vulgarisez tout ça. Voilà, un peu. Alors, je cite, on peut mettre dos à dos fanatique et mauviette de la mondialisation matérialiste heureuse. Est-ce que c'est pas un petit peu dur comme jugement de valeur? Mettre quoi? En quoi? Dos à dos les fanatiques et les mauviettes de la mondialisation matérialiste heureuse. Le fanatisme, on voit ce que c'est, on voit comment il évolue, devient de plus en plus dur. Il y en a de plus en plus, des fanatismes de toutes sortes, de droite, de gauche, du centre, de toute nature, qui finalement peut-être vont dans le même courant et vont fusionner, faire quelque chose. Enfin, un hyper-fanatisme, ça c'est sûr. Mais en face... ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui ne sont pas du tout, alors, selon moi, à la hauteur des défis et des enjeux d'aujourd'hui, alors encore moins demain. Ceux qui gouvernent aujourd'hui le monde aujourd'hui sont des technocrates, ce ne sont plus des chefs d'État qui représentent un courant de la population, et qui agissent dans une vraiment très grande légitimité, une connexion avec le peuple, sans être populistes, évidemment, et qui donnent de la force et de la pertinence à leur action. Nous sommes gouvernés par des technocrates qui, voilà, avant d'être président, on est banquier, on est ceci et cela. C'est pas suffisant pour gouverner un monde qui n'est plus simple, qui est très compliqué, qui est très dangereux. Et il faut des hommes d'État, des gens capables de mener des guerres tous azimuts. Alors, l'Allemagne, les attentats de Paris, est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que pour vous, il y a vraiment un point commun entre l'idéologie nazie et les terroristes islamistes? Pas le terrorisme, avec l'islamisme, mais ceci est très documentaire. Lorsque Hitler est arrivé dans sa course au pouvoir dans les années 30,
Évidemment, en tant que stratège, il a cherché à se faire des alliés, chose qu'il a réussi avec les Italiens, les fascistes italiens, avec l'Espagne de Franco, qui a un peu rejoint aussi les forces de l'Axe, la Turquie, le Japon. Donc ils ont constitué une alliance pour réaliser les ambitions d'Hitler. Mais Hitler avait à un moment donné pris contact avec les islamistes. Le courant islamiste est ancien. Et notamment, à cette époque, il était représenté et dirigé, animé plutôt, par le grand mufti de Jérusalem. Et là, un accord a été passé avec les islamistes d'une manière générale et le régime nazi, qui les a donc incorporés dans le système nazi. Le grand mufti de Jérusalem a été nommé ministre d'État dans le gouvernement d'Hitler, et il a formé une armée qu'on a appelée les bataillons arabes. Donc ils se sont battus en tant qu'islamistes dans les rangs du nazisme. Et après la défaite de l'Allemagne, ces gens-là sont retournés dans leur pays, à droite à gauche. Ceux qui étaient français, ils sont revenus en France. Ceux qui étaient algériens sont revenus en Algérie, etc., etc. Beaucoup étaient des Balkans, ce qui est devenu plus tard la Yougoslavie. Ils ont rejoint leur pays et ça a essaimé. Donc, qu'est-ce qui a essaimé ? C'est un islamisme coloré au nazisme, ou un nazisme coloré islamiste. Oui. Et ce courant n'arrête pas de se propager. Voilà. Donc, ce n'est pas une prétention comme ça d'intellectuel pour faire intéressant. C'est l'histoire. Pour se prémunir contre le fanatisme, et en particulier religieux, faut-il encore avoir des clés de lecture, des éléments de réflexion et peut-être aussi lutter contre la peur de la différence. Alors peut-être aussi grâce à l'art, je vous propose d'en débattre avec nos invités. C'est l'heure de la rencontre. Suivez-moi. Avec plaisir. Ma chère Vanina, bonsoir. Bonsoir Célia. Je vous en prie, voilà, prenez place. Alors sur le plateau, Vanina Cherinsky-Chikmatov, elle est chargée de mission à la conservation et à la restauration de la bibliothèque patrimoniale Fesch. Vous interveniez également jusqu'en 2017 auprès de détenus pour de la sensibilisation à l'art. En bref, ça consistait en quoi ? Ça consistait en ce qui ressemblait à des cours de peinture et d'illustration, mais je pense que c'était une jolie façade pour peut-être permettre la libération de la parole. Et puis surtout une mixité dans un lieu extrêmement exigu, notamment en plus en compagnie d'une femme, avec des personnes qui venaient justement de niveaux sociaux et même minoritaires extrêmement différents, et aussi de milieux religieux extrêmement différents. Et ça a été une expérience qui a duré 7 ans et qui a été d'une grande richesse et d'un grand intérêt. Dans les deux sens. Oui, tout à fait, dans les deux sens. Dans les deux sens. J'ai beaucoup appris d'eux. Ils ont aussi beaucoup appris de ma présence, que j'ai essayé d'être la plus neutre possible pour pouvoir permettre justement cette libération de parole. Alors, nous avons également un duplex de Paris, Joseph Agostini. Bonsoir Joseph. Joseph est psychanalyste et auteur de théâtre. J'aimerais que tous ensemble, on parle de la peur de l'inconnu. Pourquoi, Joseph, est-ce qu'on a peur de l'autre ? Bien écoutez, la peur de l'autre, c'est d'abord la peur de soi-même, sur un plan psychanalytique. C'est vrai que Julia Kristeva l'a écrit, nous sommes d'abord étrangers à nous-mêmes. Nous sommes étrangers à nous-mêmes, pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes traversés par un langage, nous sommes traversés par une culture, par une identité. Je est un autre, et il faut d'abord rentrer dans ce langage, rentrer dans cette culture pour pouvoir s'exprimer. Donc de ce fait, l'étrangeté à soi-même peut créer la peur de l'autre, pour la bonne et simple raison que quand on n'a pas suffisamment de distance avec soi-même, quand on a peur de rentrer, d'être dans l'investigation de soi, eh bien on a tendance à projeter dans l'autre sa haine, sa colère, et je crois que c'est le ferment de toute forme de xénophobie. Alors, de quoi a-t-on peur ? De la différence ? Je crois avant tout que l'autre renvoie l'étrangeté. L'autre est l'étranger, bien sûr, mais il y a aussi quelque chose de foncièrement différent, oui, comme vous le dites. Et peut-être que justement,
il y a une pulsion, quelque chose d'archaïque chez l'homme qui consiste à rejeter son prochain. On sait bien que la stratégie du bouc émissaire est la stratégie la plus adaptée à l'homme au monde, dans la mesure où effectivement, même l'Europe de Goethe a mené au Troisième Reich, la culture n'a pas suffi. Il y a quelque chose de viscéral chez l'homme qui consiste à projeter le mal en l'autre. Et je crois qu'il faut beaucoup de culture, il faut beaucoup d'élaboration, beaucoup de courage aussi, de liberté pour se délivrer de ces choses-là. Vous êtes d'accord ? Oui, moi je suis extrêmement d'accord. Enfin là, je peux parler vraiment au niveau de l'expérience personnelle. Je viens d'une famille d'une grande mixité, émigrée russe. Et là, je peux le dire, dans ma famille, on a eu des personnes qui étaient du côté des nazis et des personnes qui sont mortes à Auschwitz, de la même famille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une grande leçon. Je pense que c'est quelque chose qui est du domaine de l'éducation. Le travail en maison d'arrêt, en fait, cette culture dès l'enfance, justement, de la mixité, m'a permis d'aborder toutes les autres mixités et de ne pas avoir un jugement sur la différence, mais au contraire, une curiosité de la différence. Et s'enrichir de la différence. Tout à fait. J'ajouterais peut-être quelques petits... Alors, je souscris évidemment à tout ce à ce qu'a dit votre invité psychiatre. Non, pardon, c'est ça, Psychanalyste. Psychanalyste. Excusez-moi, je ne sais pas où vous êtes, mais excusez-moi. Je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais deux choses, c'est que la peur est un mode d'organisation de la société. Sans peur, la société, la peur du gendarme, la peur du policier, la peur de la loi, la peur... l'autre, il n'est pas totalement... comment dirais-je, invisible. Il est visible, c'est le gendarme, c'est ceci, c'est le législateur, c'est le professeur, c'est le papa, la maman. Donc la peur est nécessaire à la société. Elle permet de faire lien. Il y a d'autres éléments de lien, mais parmi eux, il y a la peur. On apprend à ses enfants à avoir peur des serpents, des araignées, de ceci, de l'étranger en tant que séducteur qui pourrait abuser d'eux, etc. Donc c'est important, la peur est importante. Il faut que l'enseignement de la peur soit... comment dirais-je, il soit normalisé. Voilà. L'école apprend de manière normalisée à avoir peur de tout ce qui... La mauvaise note. Voilà, de ce qui serait nuisible à la société, etc. Alors, ça c'est un aspect qui est important. Le deuxième aspect qui est inquiétant, qui aujourd'hui est à l'œuvre, c'est on utilise la peur pour des buts politiques, religieux, commerciaux. Et là, on bascule dans la manipulation. Oui, voilà. Et plus dans la norme. Voilà, il y a une part de manipulation, voilà, c'est clair. Il y a des gens qui disent nous allons terroriser. Ils utilisent même des termes aussi forts que cela. Nous allons terroriser tel groupe, telle société, tel truc pour obtenir tel avantage, tel ou tel. Mais il y a des systèmes qui naturellement produisent de la peur. Par exemple, le libéralisme. On ne connaît pas de monsieur libéralisme qui est là avec son chapeau pointu et qui vient menacer les gens. Mais le libéralisme créant des inégalités et faisant que les riches sont toujours plus riches et plus heureux et les pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus malheureux, il crée une peur. Le pauvre a peur du riche. Alors, qui pourrait être son patron, qui est peut-être son patron. Donc, les systèmes aussi engendrent naturellement de la peur à cause de ce contenu, de cette volonté de domination qui est, voilà, comment dirais-je, les commerçants, ceux qui gouvernent le commerce international, exercent tout naturellement terrorisent les consommateurs par plein de choses. Si vous n'avez pas de portable, vous êtes un minable. Donc du coup, vous avez peur de passer pour un minable. Vous allez acheter un portable qui ne vous sert à rien parce que vous êtes dans le désert et vous n'avez pas d'électricité pour recharger votre pile.
Mais alors, donc c'est Joseph, une compliqué. question Moi, à pour- Boualem Sansal. J'aurais une question à vous poser. Comment, à votre avis, l'écrivain, justement, que vous êtes, peut-il s'extraire de ce système de consommation libérale à tout crin et prôner autre chose? Comment pouvons-nous être libres quand on est dans ce système, hein, également? Et est-ce qu'on s'en affranchit forcément ou c'est à l'intérieur, hors de soupçon, qu'on essaye d'être dissident? Ah, c'est une question hyper... D'abord, il peut y avoir de la jouissance dans la soumission et la peur. Hein. Nous adorons tous voir des films... Oui, des films d'horreur. Ouais, films d'horreur. Oui, c'est parce qu'on sait que rien ne peut nous arriver, tire a priori. plaisir. Confortablement de sur un la truc chose. installé sur le canapé. ADN, je déteste ça. Bon. Alors, chaque individu, quand même, est intelligent, il analyse la situation. Il y a les peurs qu'il sait domestiquer, il y a les peurs avec lesquelles il sait dealer, celles dont il tire plaisir ou jouissance. Oui, on aime se faire peur. Etc. Oui. Et puis, il y a celles qui ne supportent pas. Parce qu'elles le détruisent, parce qu'elles lui font mal, elles l'humilient, tout ça. Alors, vivre dans la peur, c'est sûr que c'est très on peut le classer déjà en compliqué. 2 catégories. Celles contre lesquelles il pense pouvoir lutter, je ne sais pas, en devenant plus intelligent, plus cultivé, etc., etc. C'est sans doute par là qu'on maîtrise ses peurs, justement, par la culture, par la compréhension, par l'analyse. Absolument. Et devenir maître de ses peurs, c'est devenir maître de son destin, de sa vie. Absolument. Et gérer ses propres peurs, justement. Générer ses propres peurs, c'est quelque chose, ce ne sont plus les autres qui les génèrent. Nous-mêmes, nous générons nos peurs. Absolument. Elles sont beaucoup plus faciles à appréhender. On choisit. On choisit, on devient maître de son destin. Et ça fait peur aux personnes qui nous dirigent. Parce que tout d'un coup, gérer les peurs qu'ils génèrent, ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils désirent. Alors, pour en revenir... Et donc, le dernier point, donc c'est les peurs que l'on peut vaincre, que l'on peut gérer, que l'on peut gouverner en allant s'instruire, en allant faire des poids et haltères pour être plus fort, etc. Et puis, il y a celles contre lesquelles on sait très bien qu'on ne peut rien. Et que là, ça nous met dans des conditions très, très douloureuses. C'est très humiliant de ne pas pouvoir surmonter ce qui nous détruit. Et à un moment donné, ça crée, je ne sais pas, une sorte de syndrome de Stockholm ou tout ça. On arrive au fond, à mettre en pratique ce que Mao Tse-tung préconisait. Il disait, quand le viol est inévitable, détends-toi et profites-en. Donc, quelquefois, c'est vrai que se soumettre à la peur la fait disparaître. Tout à fait. Et ça, moi, je l'ai vu en Algérie, dans la période de guerre civile, des gens qui étaient terrorisés par l'idée d'être cernés par des terroristes, enlevés, torturés, assassinés. Et puis eux-mêmes, par d'autres chemins, sont devenus des islamistes. Et puis des jeunes, des gamins du quartier que j'interviewais. Et je lui dis, est-ce que maintenant tu as peur des terroristes? Non. Ah non, pourquoi? C'est des frères. Et voilà. Changement de paradigme, ce qui le terrorisait au point que ne pouvait plus sortir de la maison devient quelque chose d'aimé, de recherché, C'est extraordinaire. Par l'intégration, en fait, par l'intégration. Il y a un mécanisme psychologique. Oui, on dit qu'il y a un des instincts, on va dire, primaires, grégaires de l'être humain, c'est quand même d'être intégré à la communauté. Et si pour cela, il faut adopter des codes qui, au départ, nous rebutent, on y passera, parce qu'on a besoin instinctivement d'être intégré à un groupe. L'être qui est seul ne peut rien, il ne peut pas survivre dans la nature. Il a besoin de s'intégrer à un groupe pour survivre, c'est proprement animal. Hein. Alors, dans Le Train d'Erlangen ou La Métamorphose de Dieu, les personnages sont victimes de ce syndrome d'enfermement. Est-ce que c'est ce que tentent de faire les terroristes islamistes, accentuer le repli sur soi pour accentuer nos peurs? Est-ce que le terrorisme pousse à l'enfermement sur soi, à la peur? Est-ce que c'est ça? Non, en fait, c'est des gens qui se règlent, ils rentrent dans une idéologie, ils sont dans une atmosphère de secte. La secte se referme sur eux, donc elle les isole du monde. Et du coup, sa pensée n'est plus nourrie que par ça. Et donc, elle s'assèche. Il y a un assèchement petit à petit, puis ça devient des codes très simples. Oui, donc ça favorise. Et chez les jeunes, c'est absolument...
enfin nous, les adultes qui regardons cette situation, on est très triste parce que le jeune ne peut pas par lui-même échapper à cela. Il pense dans un cadre. Justement. L'art peut être une clé. Oui, elle a été une clé. Moi, je peux le dire, je peux l'affirmer. Après, c'est surtout... Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je vais dire que c'est plutôt la personne qui est derrière l'art qui crée ces choses-là. Parce que j'ai plein d'amis qui sont dans le domaine du street art. Et certains amis sont des personnes militantes, en douceur. À travers leur art, ils expriment des idées de grandir. Et l'art peut être libérateur, mais il peut aussi permettre d'enfermer une pensée. Ça peut aussi guider quelqu'un vers quelque chose de tout à fait erroné, bien sûr. C'est pas un rempart contre la bêtise et la barbarie. Malheureusement, non. Hélas, on aimerait. En revanche, ça peut être aussi une forme de révolte pacifiste. Tout à fait. Je vous remercie infiniment à tous. L'émission a filé. Oui, vraiment, c'était super. Merci Joseph Agostine, je le rappelle, psychanalyste en duplex de Paris. Vanina Cherinsky-Chikmatov, qui est donc chargée de mission à la conservation de la bibliothèque patrimoniale Fesch. Et Boualem Sansal, auteur du Train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu. C'est aux éditions Gallimard. Merci à tous de nous avoir suivis, vous le savez, en direct ou en replay. Le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. Ciao. Super. Joseph, merci, c'est un peu compliqué. Bon, ça allait au niveau du son? Oui, pour moi, j'ai géré le premier échange, je me suis adaptée et après ça allait. D'accord, super. Vous surveillez